L'histoire dont il sera question ici suscite une profonde inquiétude. Elle touche à des sujets qui préoccupent de nombreuses personnes, des actes inexplicables et des situations impliquant des enfants. Cette affaire peut être décrite comme l'une des plus troublantes dans les chroniques criminelles mondiales. Louise Cookie-Moyet est née dans des circonstances difficiles à Estonaria, en Afrique du Sud. Sa vie a été liée dès le début à des personnes compliquées. En 1984, alors qu'elle avait 10 ans, elle a perdu son père. Avec lui, Louise avait une relation chaleureuse. Malgré son occupation, il trouvait toujours du temps pour sa fille. Peu après cet événement triste, la mère de Louise a rencontré un nouvel homme. Malheureusement, le beau-père s'est avéré être une personne au caractère difficile. Sa présence a jeté une ombre sur la vie familiale et créé un stress et une agitation constants. Les années d'une telle vie n'ont pas été sans conséquences. Louise a développé un sentiment d'insécurité. Le beau-père faisait tout pour que les gens autour de lui se sentent inférieurs. Lorsque Louise a atteint sa majorité, elle ne pouvait plus supporter ce traitement et cherchait toutes les opportunités de quitter la famille. Ainsi, elle s'est mariée précipitamment avec le premier venu nommé Freddy. Il avait 4 ans de plus qu'elle, mais à sa déception, il ne s'est pas avéré meilleur que son beau-père. Le comportement du mari a créé une atmosphère oppressante qui a affecté négativement les relations familiales. Heureusement, Louise a pu sortir de cette relation difficile grâce au soutien de sa mère. Après sa séparation de Freddy, Louise a rencontré le mécanicien Christo van der Merff. Il semblait calme, travailleur et attentionné, ce qui a attiré l'attention de Louise. Ils ont commencé à se fréquenter et se sont bientôt mariés. La jeune famille est restée vivre dans la même région d'Afrique du Sud. D'abord, le couple a eu un garçon qu'ils ont appelé Johan, et 2 ans plus tard, le 9 août 2013, Poppy est née. C'était une très belle fille aux cheveux blonds et aux grands yeux bleus. Tous ceux qui la connaissaient remarquaient la beauté de l'enfant, appelèrent la fille une poupée et admiraient Poppy. Malheureusement, le nouveau mariage de Louise ne s'est pas non plus avéré facile. Après la naissance des enfants, son mari a brusquement changé et a commencé à montrer de l'agressivité. Bientôt, la situation est devenue très tendue. La jeune mère a compris que quelque chose devait changer, car la situation ne s'améliorerait probablement pas d'elle-même. En l'an 2014, 1 an après la naissance de sa fille, elle décida de divorcer. Selon la femme, Christo, comme son précédent compagnon, ne reculait pas devant les écarts verbaux quand il s'agissait d'insultes. Peu avant la séparation, la situation s'aggrava. Le comportement de l'homme devint si imprévisible que la mère de 2 enfants fut contrainte de demander une protection officielle. Après le divorce, il lui fut permis de voir les enfants 3 fois par mois, mais uniquement sous la supervision d'un travailleur social. De plus, il était autorisé à communiquer par téléphone avec les enfants 1 fois par semaine. La plupart de ces conversations étaient enregistrées. Christo respectait toutes les règles et semblait être un citoyen tout à fait respectueux de la loi. Cependant, Louise insistait sur le contraire et affirmait que derrière le masque de la fiabilité se cachait une personne complètement différente. Bientôt, la jeune mère de 2 enfants décida de changer de lieu de résidence. C'est ainsi qu'elle se retrouva à 500 km de son ancien domicile, dans le petit village d'Arania. En réalité, c'était un endroit minuscule avec un peu plus de 1000 habitants. L'endroit était connu pour son atmosphère calme et était considéré comme l'un des plus prospères de la région. Ici vivaient des descendants d'immigrants néerlandais, allemands et français. La protagoniste de l'histoire espérait enfin pouvoir assurer une vie paisible pour elle et ses enfants. La petite famille fut chaleureusement accueillie par la communauté d'Arania. Ils furent accueillis par les habitants locaux
et les membres de l'Église réformée néerlandaise qui aidèrent la famille à s'installer dans le nouvel endroit. Grâce au soutien de la communauté, la jeune mère put résoudre la question du logement et trouver un emploi dans le supermarché local. De plus, les membres de la communauté soutinrent la finalisation de la procédure de divorce, dans la phase finale de laquelle se trouvait Louise. Des changements importants sont survenus dans la vie de la femme. Elle a décidé d'accueillir sa belle-fille Marisa, la fille de son ex-mari issu d'un précédent mariage. Marisa, âgée de 14 ans, voulait rester avec sa belle-mère et a proposé d'aider à la maison et avec les plus jeunes enfants. Avec le soutien de la communauté, la jeune mère a réussi à prendre en charge l'écolière. Marisa est effectivement devenue une aide indispensable. Elle s'occupait des enfants, cuisinait et maintenait la maison en ordre. Elle s'intégra si harmonieusement dans la famille que les petits l'appelaient parfois « maman ». Marisa s'avéra plus calme que Louise, ce qui lui permit de mieux gérer l'éducation des petits, surtout compte tenu de la charge de travail de la mère dans son nouvel emploi. En l'an 2015, Kobis Camora s'installa à Aranya. Les membres de la communauté l'aidèrent à trouver un emploi dans le supermarché local, où il rencontra Louise. Tous deux avaient vécu des expériences difficiles dans leurs relations précédentes. Kobi avait divorcé 2 fois, avait des enfants de chaque mariage, mais avait à peine de contact avec eux. Ses ex-femmes parlaient très négativement de lui, mais Louise n'en savait rien. Kobi lui semblait aimable et gentil. La romance se développa rapidement. Après quelques mois, ils se fiancèrent, emménagèrent ensemble et se marièrent le 14 novembre 2015. Étonnamment, le lendemain, Kobi renvoya Marisa chez son père. Ce fut un grand choc pour les enfants, qui étaient très attachés à leur grande sœur. Johan et Poppy souffrirent beaucoup de la séparation d'avec Marisa. Au lieu de la nounou bien-aimée, un nouvel homme apparut qui ne se pressa pas de leur accorder de l'attention. Les petits devinrent capricieux et eurent du mal à s'adapter au changement. À leur déception, Kobi s'avéra très différent de ce qu'ils avaient espéré. Les soins de Marisa faisaient que les enfants se sentaient utiles et aimés. Elle passait beaucoup de temps avec eux et était devenue une figure proche. Le beau-père, en revanche, s'avéra très irritable et élevait souvent la voix contre les enfants quand ils pleuraient. Pendant cette période, les 2 petits furent envoyés à la garderie car les adultes travaillaient et ne pouvaient pas assurer les soins à domicile. L'éducatrice remarqua plusieurs fois comment le garçon se cachait dans la salle de bain quand les parents venèrent le chercher. Les enfants ne voulaient pas rentrer à la maison, ce qui suscita l'inquiétude des personnes présentes. Le personnel de la garderie a décrit Kobis comme une personne extrêmement désagréable et irritable, montrant de la froideur envers les enfants. Une des employées a remarqué à plusieurs reprises un comportement étrange de l'enfant à l'arrivée des parents. Il semblait que le garçon était sous l'influence de quelques substances. Ses réactions étaient lentes, ce qui a éveillé des soupçons quant à l'utilisation de sédatifs. Johan se caractérisait par une activité excessive et un soupçon est né que les parents essayaient de contrôler son comportement d'une manière ou d'une autre. Cependant, cela est resté une supposition qui n'a pas trouvé de confirmation. Lorsque l'éducatrice a abordé le sujet avec les parents, ceux-ci n'ont fait que rire en réponse. Après cela, de tels états n'ont plus été observés chez l'enfant. Néanmoins, de nouveaux signes inquiétants sont apparus plus tard, auxquels on n'a d'abord pas prêté attention. Les pédagogues ont remarqué que le garçon était souvent habillé de manière inappropriée pour la saison. Particulièrement étrange semblaient les vestes et les vêtements à manches longues dans lesquels l'enfant était amené à la garderie, même par temps chaud. Plus tard, il s'est avéré que cela était fait intentionnellement pour cacher des traces de blessures sur le garçon. Lors des tentatives pour déshabiller Johan, il devenait agressif et entravait les actions des éducateurs. Ainsi, il passait toute la journée en vêtements d'extérieur. Le garçon expliquait que ses parents seraient très en colère s'il enlevait ses vêtements chauds.
évidemment, les parents l'intimidaient pour cacher ce qui se passait à la maison au personnel de la garderie. Après que des questions sur la situation familiale ayant été posées à Louise et Cobis, ils ont cessé d'amener Johan à la garderie. Pendant ce temps, Poppy continuait à y aller régulièrement. Plus tard, selon l'avis des représentants de la loi, les parents ont décidé d'arrêter d'envoyer aussi la plus jeune fille à la garderie. Probablement, cela s'est produit parce qu'on lui a posé des questions auxquelles elle n'a pas pu donner d'explications claires sur ce qui se passait à la maison. À la maternelle, des signes inquiétants ont été remarqués. Malgré ses difficultés de langage, Poppy essayait de raconter aux éducateurs les incidents à la maison. Elle montrait d'étranges marques sur elle, mais les adultes ne pouvaient pas comprendre ces mots. Avec le temps, le personnel de l'établissement a remarqué des ecchymoses inhabituelles chez Poppy. Elles apparaissaient à des endroits atypiques, par exemple sur les lobes d'oreilles. De nouvelles marques apparaissaient plus vite que les anciennes ne guérissaient. Lorsque les éducateurs interrogeaient Louise et Cobis à ce sujet, ils inventaient chaque fois de nouvelles explications. Les parents prétendaient que les deux enfants, Johan et Poppy, étaient très actifs. Apparemment, Poppy obtenait toutes ces marques en jouant ou par inadvertance. Il était difficile de prouver le contraire, et les éducateurs devaient croire ces histoires. Louise parlait aussi d'un prétendu comportement agressif du frère aîné envers sa sœur. Elle expliquait ainsi pourquoi Johan ne venait plus à la maternelle. Selon ses dires, il craignait que le garçon ne puisse nuire aux autres enfants et voulait attendre qu'il soit plus âgé et que son comportement s'améliore. Cela semblait étrange aux éducateurs. Auparavant, ils n'avaient à en remarquer aucune agression de la part de Johan. Au contraire, le garçon semblait intimidé et renfermé. Un voisin de la famille a également commencé à avoir des soupçons. Il entendait souvent les parents crier sur les enfants et les gronder pour les moindres fautes. Bien que l'homme ne puisse témoigner d'aucun impact physique, il était convaincu que les punitions ne se limitaient pas aux mots. Le voisin a rapporté un incident particulièrement désagréable avec Poppy. Une fois, il a entendu le beau-père gronder fortement Poppy, probablement parce qu'elle avait mouillé son lit. Après quelques minutes de cris, Poppy a commencé à pleurer fort, et ce n'était clairement pas seulement des pleurs d'offense. Le lendemain, le voisin a vu Poppy avec un plâtre à la jambe. L'homme a été choqué par l'indifférence des parents. Lorsque Poppy a été ramenée de l'hôpital, sa mère et son beau-père ne l'ont même pas aidée à sortir de la voiture. Poppy a été transportée à l'arrière d'une camionnette, comme une quelconque cargaison. Poppy est descendue péniblement toute seule, portant un sac à dos qui semblait lourd. Au lieu d'aider, le beau-père ne faisait que presser l'enfant. Le voisin remarquait souvent que Poppy se réveillait la nuit et commençait à pleurer amèrement. L'homme soupçonnait qu'elle était tourmentée par des cauchemars. Au lieu de la réconforter, les parents, s'ils réagissaient, ne le faisaient qu'en élevant la voix et en exigeant le silence. Pourtant, de tels épisodes se répétaient presque chaque nuit. Poppy essayait de pleurer silencieusement pendant environ une demi-heure pour qu'on ne l'entende pas, mais à travers les fines cloisons, le voisin pouvait percevoir ses sanglots. Finalement, elle se calmait elle-même et se rendormait. Après l'incident de la blessure à la jambe, à peine Poppy s'était-elle rétablie qu'un nouvel incident inquiétant se produisit. Le voisin entendit un autre conflit familial, suivi d'un bruit sourd. Poppy éclata à nouveau en sanglots et devint très agitée. Le lendemain, le voisin remarqua un gros bleu sur sa tête. De plus, le bras droit de Poppy semblait bouger difficilement. Poppy le gardait constamment pressé contre sa poitrine. L'homme n'en pouvait plus et alla voir Cobis. Il demanda au beau-père pourquoi Poppy pleurait constamment et pouvait à peine se remettre de contusions graves. Cobis se contenta de sourire et se mit en colère, sans donner d'explication. À sa place,
C'est la mère des enfants qui répondit. Selon Louise, les nouvelles blessures étaient dues à une chute dans les escaliers en jouant. Elle affirmait que Poppy était très imprudente et se retrouvait souvent dans de telles situations, que c'était simplement une coïncidence. Cependant, le voisin ne crut pas ses paroles. Un épisode en hiver l'indigna particulièrement. À ce moment-là, Cobis arrosait le jardin. Il faisait assez froid et les enfants étaient assis sur la véranda à ce moment-là. Soudain, l'homme commença à leur crier dessus et à les accuser de quelques méfaits. Le voisin trouva cela étrange. Il n'avait pas remarqué que le frère et la sœur se soient mal comportés. Ils étaient simplement assis tranquillement. Il semblait que le beau-père ne cherchait qu'un prétexte pour un accès de colère. Finalement, le voisin n'en put plus et s'adressa au service de protection de l'enfance. Les employés de l'organisation devaient effectuer une inspection et préparer un rapport pour les autorités policières. Évidemment, après cela, une plainte officielle aurait dû être déposée. Cependant, aucune mesure ne fut prise. Les services de protection de l'enfance ignorèrent simplement les signalements des incidents et les déclarations du voisin. L'homme dut s'adresser à l'organisation à plusieurs reprises pour qu'on prête enfin attention au comportement inquiétant du beau-père. La ville était si petite qu'elle n'avait même pas de poste de police à part entière, de tribunal et d'autres installations importantes. Le poste de police le plus proche était à au moins 40 km et le voisin n'avait aucun moyen de s'y rendre par lui-même. Mais il n'abandonna pas et continua à s'adresser à diverses organisations locales pour aider les enfants. L'attention des services sociaux à la situation familiale donnait espoir d'améliorer les conditions de vie des enfants. En août 2016, une rencontre avec Louise et Cobis a eu lieu. Il a été ordonné aux parents de consulter hebdomadairement un pédiatre avec les deux enfants. De plus, des consultations régulières avec un thérapeute familial leur ont été prescrites. Au début, le couple suivait ses instructions et donnait l'impression de coopérer. Au cours du premier mois, ils ont assisté à des consultations 2 fois et ont amené les enfants chez le médecin tout aussi souvent. Il semblait que la situation s'améliorait. Cependant, c'est précisément à cette période que le voisin de la famille a signalé les incidents les plus inquiétants dans la maison. Lorsqu'il s'est à nouveau adressé aux services sociaux avec ces informations, on lui a assuré que la situation était sous contrôle et qu'un travail continu était mené avec la famille. Pourtant, pour une raison quelconque, ces mesures n'ont pas produit le résultat souhaité, et le voisin s'est retrouvé dans une impasse, ne sachant plus comment il pourrait aider. Les déclarations de l'homme ont été confirmées lors du prochain examen médical. Des traces de blessures ont été découvertes sur Poppy. Lorsqu'on a demandé à Poppy leur origine, elle n'a pas pu donner de réponse claire en raison de son jeune âge. Il était seulement évident que Poppy ressentait un malaise. Selon le protocole, le médecin aurait dû documenter tout signe suspect, mais dans ce cas, le spécialiste s'est écarté des règles. Plus tard, il a expliqué l'absence d'enregistrement en disant que Poppy, âgée de 3 ans, ne pouvait pas expliquer l'origine des blessures, et il supposait qu'il s'agissait de contusions infantiles ordinaires. Le médecin a accepté l'explication de la mère selon laquelle Poppy était simplement tombée en jouant. En conséquence, aucune mesure supplémentaire n'a été prise. Un matin d'automne de l'année 2016, un voisin a découvert que la famille Poppy, connue pour être difficile, avait soudainement disparu. Leur départ s'est produit dans la nuit, comme s'ils voulaient éviter une attention excessive. Cela a suscité quelques inquiétudes. Il était remarquable que Cobis n'ait pas démissionné de son travail et que la maternelle que Poppy fréquentait n'ait pas été informée du déménagement. En réalité, le couple avait décidé d'éviter de cette manière une visite médicale imminente qui aurait pu soulever des questions indésirables. Ils espéraient se disparaître en déménageant dans un nouveau lieu. Louisa et Cobis se sont rendus à la ferme de Mamagalis Kral, située à quelques heures de distance. C'est là que vivait la famille de la mère biologique de Louisa.
C'était un événement rare que Louisa rende visite à sa mère avec les enfants. Normalement, elle limitait le contact des petits avec leur grand-mère. La mère de Louisa, malgré ses propres expériences de vie difficiles, a été choquée par l'état de ses petits-enfants. Elle a immédiatement remarqué de nombreuses traces sur leur corps. Lorsque la grand-mère a essayé de savoir du garçon la raison de ces marques, il a désigné Kobis. Louisa a nié tout problème dans la famille et a qualifié Johan de menteur. Après cette rencontre, la grand-mère des enfants était sérieusement préoccupée par la situation dans la famille de sa fille. Craignant de causer du tort, elle a décidé de s'adresser d'abord au pasteur. À sa surprise, au lieu de soutien, elle s'est heurtée à une réaction négative du serviteur de l'Église. Le pasteur a exprimé l'opinion que la grand-mère ne devrait pas s'immiscer dans les affaires de sa fille mariée, qui devait résoudre ses problèmes elle-même. Après cette conversation, la mère de Louisa a abandonné ses tentatives d'aider ses petits-enfants et ne s'est pas adressée à d'autres instances. Le 25 octobre 2016, un mois après que la famille eut refusé des examens médicaux réguliers, Louise est soudainement apparue à l'hôpital local avec sa fille dans les bras. La femme a signalé une détérioration soudaine de l'état de l'enfant et a demandé de l'aide. Les médecins ont immédiatement commencé le traitement d'urgence de Cindy, mais il est vite devenu clair que leurs efforts arrivaient trop tard. Les médecins ont été alarmés par le comportement étrange de Louise. Elle semblait inhabituellement calme pour une mère dans une telle situation et a mentionné son aversion à interagir avec les autorités policières. Cependant, l'état de Cindy était encore plus inquiétant. Elle présentait de nombreuses blessures. Lorsqu'on a demandé à la mère leur origine, elle l'a expliqué par les secousses dans la voiture sur le chemin de l'hôpital, en raison du mauvais état de la route. Cette explication a été rapidement réfutée. La nature des blessures ne pouvait s'expliquer par un seul trajet, elle indiquait leur survenue à différents moments, suggérant un traitement inhumain systématique de l'enfant. Le médecin a remarqué le deuxième enfant arriver avec la famille. Johan, âgé de 5 ans, se comportait de manière inhabituelle. Il essayait de se tenir éloigné de ses parents, évitait le contact visuel avec les adultes et murmurait doucement. Lorsqu'on l'a interrogé sur l'incident, le garçon a répondu étrangement que « la sœur ne veut plus manger ». Des signes de blessures étaient également visibles sur lui. Toute la situation a suscité de sérieux soupçons et semblait être liée à une issue tragique pour Cindy. Par conséquent, le médecin a décidé de contacter les autorités policières. Louise et Kobe ont essayé de l'en dissuader, mais le médecin a ignoré leurs supplications. Lorsque l'officier de service est arrivé à la clinique, le médecin lui a montré une image de Poppy. Le policier, récemment devenu père, était tellement choqué par cette vue qu'il ne pouvait contenir ses émotions. Au cours de ses années de service, il n'avait jamais été confronté à de tels cas, surtout quand il s'agissait de Poppy, qui venait tout juste d'apprendre à marcher. Le beau-père a été immédiatement emmené au poste de police, tandis que Louise a été laissée derrière, car on supposait que, comme les enfants, elle avait été dans un environnement domestique peu sûr tout ce temps. Il sera presque impossible de reconstituer une image complète de l'incident, mais une partie des informations a été laborieusement recueillie à partir des témoignages de témoins oculaires, y compris le voisin, la grand-mère et la mère biologique de Poppy, ainsi que des preuves physiques. Cependant, de nombreux documents contenaient ardent des contradictions et des points litigieux. Pendant que Kobe s'était interrogé, les officiers ont décidé de parler à Louise. La femme a déclaré que la veille, le 24 octobre, elle s'était cognée contre une armoire. Le lendemain matin, le comportement de Poppy avait changé. Elle semblait léthargique, peu active, parlait à peine et bougeait peu. Après le déjeuner, Kobe est revenu de mauvaise humeur comme d'habitude. Louise a essayé d'expliquer que Poppy et Johan ne se sentaient pas bien,
Mais il n'a pas écouté et est devenu agressif comme toujours. La mère de la victime a rapporté que cela se produisait presque quotidiennement. Elle n'a pas attendu que cela passe, mais est simplement allée faire des courses. Il est remarquable qu'elle en parlait avec assez de calme. Quand Louise est revenue, elle a entendu de Cobis que l'état de Poppy s'aggravait. La mère a trouvé sa fille dans la baignoire vide et a remarqué que sa peau était très froide et que ses lèvres étaient devenues bleues. Ils ont essayé de prodiguer les premiers soins, mais sans succès. Ils ont ensuite décidé de l'emmener à l'hôpital et l'ont mise à l'arrière du pick-up. Cela est devenu l'un des moments les plus étranges de l'histoire. Au lieu de porter Poppy soigneusement dans leurs bras, ils l'ont placée sur la plateforme vide où elle bougeait avec les mouvements de la voiture. Par la suite, cela a servi d'explication commode pour les nombreuses blessures. Quand la grand-mère a vu l'état de sa petite fille, elle ne pouvait pas croire que sa propre fille aurait pu être impliquée. Comme tout le monde, elle a rejeté l'idée que cela aurait pu se produire par une collision accidentelle avec des meubles. Les experts qui ont examiné la situation ont conclu que Poppy avait été exposée à des influences négatives sur une longue période. De nombreuses preuves ont été identifiées, indiquant la nature systématique de ce qui s'était passé. Cela suggérait que Poppy était devenue la cible d'actions délibérées. Lorsque l'information est parvenue aux résidents, ils ont commencé à exprimer leur indignation envers Cobis emprisonné. Il a été soumis à plusieurs reprises à des impacts physiques et à de la pression. Louise, cependant, semblait rester hors du radar des autorités malgré son inaction. Peu à peu, les habitants de la ville ont appris l'implication possible de la mère dans l'incident, ainsi que celle du beau-père, et ont décidé d'exprimer leur indignation. La veille de la cérémonie d'adieu, le 4 novembre 2016, 2 femmes inconnues, en uniforme de police, sont venues voir Louise. Elles l'ont convaincue de les accompagner, soi-disant pour faire une déclaration. Mais en réalité, elles l'ont emmenée hors de la ville et l'ont soumise à des impacts physiques. Il s'est avéré que ces femmes n'étaient pas de vraies policières, mais des résidentes qui avaient décidé de se faire justice elles-mêmes. En conséquence, la mère de Poppy est arrivée à la cérémonie d'adieu de son enfant dans un état similaire à celui de Poppy, mais contrairement à elle, vivante. Le père biologique de Poppy, Christo van der Merwe, n'a pas caché ses émotions pendant la cérémonie. Il était assis au premier rang aux côtés d'amis et de parents. Il a blâmé entièrement son ex-femme, qui, selon lui, n'avait jamais été une bonne mère. Le visage de Louise, qui portait des traces d'impact récents, est resté sans émotion tout au long du service, comme si ce qui était arrivé à sa fille ne la concernait pas. Louise a été arrêtée le 15 décembre 2016. Elle a fait l'objet d'accusations similaires à celles de son mari. Malgré la progression rapide de l'affaire, le procès a été reporté d'1 an. Les audiences n'ont commencé qu'en octobre 2017. Il y avait plusieurs raisons à ce retard. Premièrement, aucun avocat n'était prêt à représenter les intérêts des accusés. Les défenseurs ressentaient de l'aversion pour les suspects et refusèrent de travailler avec eux. Néanmoins, les reports des audiences se sont avérés avantageux pour l'accusation. Le temps supplémentaire a suffi pour interroger en détail Johan, le frère de Cindy, la victime. Le garçon a affirmé que le beau-père exerçait régulièrement des violences contre lui et sa sœur, tandis que la mère ne faisait que regarder, couvrant même son mari et n'essayant pas de les aider. Selon l'enfant, l'impact physique était si fort que parfois les bruits couvraient leurs cris de douleur. Les déclarations du garçon ont été décisives pour l'accusation de la mère. Jusqu'à la fin, Louise a essayé de se justifier. Lorsqu'elle a amené sa fille à l'hôpital, elle a affirmé avoir essayé de la ranimer, lui avoir aspergé le visage d'eau et pratiqué le bouche à bouche. Johan a raconté une version différente. Sa sœur était mouillée parce que le beau-père, après l'incident, avait plongé sa tête dans l'eau et essayé de la ranimer.
Selon Johan, la mère se tenait simplement à la porte et observait pendant cette procédure sans intervenir. Finalement, les deux ont été reconnus coupables et condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. De plus, chacun a reçu 10 années supplémentaires pour avoir nui au bien-être de l'enfant aîné qui, comme par miracle, a évité des conséquences graves malgré les maltraitances régulières. Même le juge a exprimé son indignation lors du prononcé du verdict. Il a été choqué non seulement par le comportement de ces personnes, mais aussi par leur indifférence absolue envers ce qui s'était passé. Tous les présents aux audiences étaient d'accord pour dire que les accusés ne se souciaient pas du sort de Cindy, mais seulement de la peine qu'ils recevraient. Au cours du procès, de nombreux signalements d'un voisin aux services sociaux sont apparus, dans lesquels il demandait de vérifier la famille en raison de soupçons de maltraitance infantile. Cependant, personne n'a réagi de manière adéquate à ces signaux. Plus tard, les employés des services parasociaux, qui auraient dû contacter les autorités de police, se sont justifiés par les distances et les difficultés bureaucratiques qui les ont empêchés de réagir à temps à la situation dans la famille. Ils n'ont pas été tenus responsables de leur négligence.